J'ai voulu en faire plus, là. En fait. Torturer, c'était pas assez. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui un petit peu des instabilités élastiques qui apparaissent quand on soumet des matériaux à des contraintes. Et généralement, quand on réalise une contrainte mécanique, bien, le matériau va lui-même réagir et peut faire apparaître, donc ici on a une boule d'un gel qui est comprimée, on voit apparaître ce qu'on appelle un crease. Ça c'est de la lave, on voit le plissement qui apparaît spontanément. Et généralement, l'application de ces contraintes peut être faite de différentes manières. Alors une façon assez simple d'appliquer les contraintes, c'est laisser sécher. Donc ça c'est typiquement ce qui peut apparaître. Donc là on a de la boue. Si je laisse sécher la boue, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va voir l'eau qui va s'en aller. On a toute une série de contraintes qui vont apparaître dans le matériau. Le matériau va réagir en réalisant là des fractures. Si je prends maintenant une structure un peu différente qui est un système multicouche, ça c'est des petits pois. Donc si je prends des petits pois, au départ ils sont bien ronds, bien beaux, et si je laisse sécher les petits pois, ce qui se passe c'est que l'intérieur va sécher, mais pas l'extérieur, pas la peau. Donc la peau du petit pois, qui est quelque chose d'assez rigide, ne sèche pas. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'intérieur diminue, la peau n'arrive pas forcément à suivre, et donc on va avoir une instabilité qui va apparaître pour former ces structures-là. Et on retrouve ça aussi, par exemple, dans les grains de pollen. Donc quand vous retrouvez des grains de pollen, eh bien, ils sont sous une forme sèche, mais au départ, ils étaient sous une forme humide, et lors du séchage, ces grains de pollen ont des instabilités élastiques qui apparaissent, parce qu'il faut que la surface externe suive le séchage de la matière interne dans le système. Donc ça, c'est une forme d'application des contraintes qui peut se faire par un processus de séchage. On peut aussi réaliser les contraintes par des contractions musculaires. Alors il y a un exemple flagrant, fort important pour les demoiselles, c'est l'apparition des rides. Donc l'apparition des rides, c'est vraiment les contraintes imposées par les muscles du visage qui créent finalement cet effet d'apparition de rides qui deviennent permanentes. Ça se retrouve aussi, ça c'est l'intérieur d'une vessie. Donc d'une vessie, ça c'est l'intérieur d'une vessie. Donc une vessie c'est un muscle, et forcément quand la vessie elle est pas remplie, le muscle est dans un état comprimé, donc on voit que cette compression réalise finalement une mise sous contrainte de l'extérieur, là c'est l'intérieur de la vessie, qui fait apparaître toutes ces structures plissées. Ça c'est un autre effet, c'est une coupe d'une artère. Et donc ce qu'on voit, c'est que l'artère est constituée de muscles, ça c'est la partie externe ici, c'est des muscles, et ça c'est une partie dont j'ai oublié le nom, qui est l'intérieur de l'artère, et on voit bien que quand le muscle se contracte, on voit l'apparition d'une instabilité de flambage ici, le long de la paroi interne de cette artère. Alors une autre façon d'appliquer des contraintes sur des matériaux, c'est de réaliser ce qu'on appelle une croissance différentielle. Donc ça c'est quelque chose qui a été étudié assez récemment. Donc par exemple, notre cerveau il est réalisé comme ça. Donc dans notre cerveau, la partie la plus importante, c'est la partie qui est située au voisinage de l'extérieur du cerveau qu'on appelle le cortex. Eh bien, on a intérêt à maximiser la surface du cortex, mais on ne veut pas avoir une boîte crânienne qui est comme ça. Ça ne serait pas super pratique. Donc, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, pendant sa croissance, a une croissance différenciée, c'est-à-dire que l'extérieur grandit plus vite que l'intérieur. Et en faisant ça, finalement, la seule solution pour l'extérieur, pour la surface externe, de suivre le mouvement, si vous voulez, c'est de former toute une série de plis qu'on appelle circonvolutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve donc, ici dans le cerveau. On le retrouve aussi dans la formation de vos boyaux. Oh, c'est tous des trucs assez gore. Après, ça va se calmer. Donc, dans la formation de vos boyaux, il y a un problème inhérent dans les intestins, c'est qu'on ne veut pas avoir un pli dans un intestin. Donc ça a l'air con comme ça, mais c'est catastrophique. Imaginez que vous avez votre intestin dans lequel vous avez un pli. Ça s'appelle une obstruction, une occlusion intestinale, et donc c'est pas bien, ça entraîne la mort. Donc la nature, qui fait quand même bien les choses, a sélectionné une construction, si vous voulez, des intestins qui évite la formation de ces plis fort sharp. Et comment elle a procédé? Elle a attaché simplement le tuyau, donc ça c'est le tuyau de votre intestin, à une membrane élastique qui est là. Et le tuyau et la membrane ne grandissent pas de la même manière. Donc le tuyau grandit plus vite que la membrane. Mais le fait qu'elle soit attachée fait qu'à un moment donné,
le tuyau il est mis sous une contrainte de compression. Et cette contrainte de compression va faire onduler comme ça les intestins. Et en faisant onduler comme ça, comme elle est la structure, si vous voulez, est pré-ondulée, elle ne va pas pouvoir faire des plis vraiment très, très pointus. Donc ça c'est une stratégie aussi que la nature a trouvée pour résoudre ce problème. Alors un autre exemple assez amusant de croissance différentielle, ça c'est une sorte d'algue. Et pendant sa croissance, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle inverse complètement sa concavité. Donc on va avoir au début une concavité qui va être comme ceci tournée vers le haut. Donc on a une surface à courbure positive ici. Ça va redevenir plat à un moment donné. Et puis ça va prendre une courbure négative en forme de selle au fur et à mesure de la croissance. Simplement parce que la croissance, elle va être fonction du rayon de l'algue qui est en cours de croissance. Et donc, tout ça sont des instabilités élastiques qui apparaissent, mais je ne vais pas tellement vous parler de ça aujourd'hui. On va parler d'un petit peu autre chose, sur lequel on a travaillé récemment. Et donc, quand on parle d'élasticité, évidemment, nous, on étudie des systèmes modèles. On ne fait pas pousser des algues au labo, hein, encore moins des intestins. Bon, enfin, s'il y a des volontaires, on peut garder les intestins, hein, mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de volontaires. Donc, on étudie essentiellement deux familles de systèmes. Une famille que je qualifierais de feuille à 1D qui est confinée dans un espace à 2D. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas une feuille à 1D, mais en réalité, si, parce qu'on a une symétrie de translation le long de cette direction-là. Donc, tout revient finalement à analyser un filament qui est confiné dans une surface. Et les autres systèmes, donc ça, je ne vous parlerai pas non plus, mais ce dont je vais vous parler, c'est de la problématique des feuilles 2D qui sont confinées dans un espace à 3 dimensions. Donc là, on prend une feuille et on va essayer de la confiner dans un espace et voir un petit peu le type de morphologie qui vont apparaître. Et dans ce cas ici, donc, on va avoir de l'étirement qui peut être réalisé, on va avoir de la courbure, et on va avoir des courbures de Gauss aussi qui peuvent sortir. Et donc là c'est un exemple que j'aime bien parce que Michel-Ange a vraiment bien rendu les notions de drapé, donc il est connu pour ça. Donc ça c'est la Pietà qui est au Vatican. Et donc on voit très bien toutes ces notions de drapé qui sont finalement une feuille. Ça c'est finalement une feuille qui est un tissu qui adopte une morphologie en 3 dimensions, donc c'est une feuille qui est sous contrainte. Et on voit automatiquement toutes des familles de plis qui vont se former. Alors juste quelques petits rappels, mais je vais être très bref là-dessus. Donc, parmi les termes énergétiques qui vont nous intéresser, donc on va avoir l'étirement, tout simplement l'étirement et la compression. Alors, généralement, on définit ça à partir d'un taux de compression, et l'énergie associée à cet étirement est simplement donnée par le taux de compression au carré fois le module élastique fois l'épaisseur. Ça, c'est des choses que vous connaissez probablement très bien. Alors, on peut aussi avoir ce que j'appellerais du pure bending. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, c'est le matériau va finalement, la feuille va adopter une conformation qui est l'analogue d'une surface isométrique, donc typiquement une surface de type cylindre. Et donc là, on a juste une courbure qui va apparaître. Quand on fait cette courbure, on va avoir la partie centrale ici, qu'on appelle la ligne neutre, qui n'est pas affectée par la courbure. On va avoir une compression en bas et on va avoir une extension au-dessus. Quand on fait le bilan des deux, on se rend compte qu'il y a en fait un couple qui intervient ici le long de cette ligne-là. Et quand on fait le bilan et qu'on calcule le couple, on voit que ce couple est donné par le module élastique fois le moment d'inertie de la section qu'on considère, divisé par R qui définit le rayon de courbure. Donc ça, c'est à mon avis aussi des choses que vous connaissez très bien. Et nous, comme on joue avec des feuilles, ben, ce moment d'inertie, quand on le calcule, il est donné par W, qui est la largeur de la feuille, fois H cube, donc c'est l'épaisseur au cube. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ce que ça nous dit, c'est que finalement, pour plier une feuille, bien, la force qu'il faut exercer est proportionnelle à l'épaisseur de la feuille au cube. Donc c'est une fonction qui augmente extrêmement rapidement. Donc c'est de plus en plus difficile de plier une feuille. Donc le papier aluminium, vous n'avez aucune difficulté à le plier. Si vous prenez maintenant 1 cm d'aluminium, je crois que là vous allez avoir un petit peu plus de mal. Et donc ça c'est ce qui apparaît ici. Donc la densité d'énergie qui est associée à cette courbure, bien, elle est donnée donc, par ce module de bending EH3 fois la courbure moyenne au carré. Donc ça c'est les termes que je dirais qui sont valables pour les deux systèmes qu'on étudie. Alors
ça, j'en parle très brièvement parce qu'on va en avoir besoin. C'est que généralement, on fait l'hypothèse que les feuilles avec lesquelles on travaille sont inextensibles. Donc, c'est-à-dire, on a une conservation de la longueur. Donc, ça veut dire que la longueur qui est ici, une fois que j'ai fait le flambage de cette aiguille, eh bien, la distance ici peut être définie à partir de cette loi de conservation en fonction de l'amplitude du flambage et de la longueur de la feuille ici, enfin de la tige ici. Et donc, en passant en coordonnées curviligne, on peut calculer ça super facilement. On voit apparaître la dérivée de la forme qui définit le système. Et nous, on va jouer avec des déformations de type sinusoïdal. Et donc, à partir de là, on voit que le delta, donc cette compression, qui est le grand delta divisé par L, donc ça c'est le taux de compression qu'on applique à cette tige, est donné par le rapport entre l'amplitude sur la longueur au carré. Donc ça, on en aura besoin plus tard. Donc ce que ça veut dire simplement, c'est que l'amplitude et la longueur ici ne sont pas deux variables indépendantes. C'est ça que ça veut dire simplement. Donc à partir du moment où on impose un déplacement de la tige, automatiquement, ça crée une relation entre ces deux grandeurs. Alors là où ça devient plus intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser à des surfaces pour lesquelles on va avoir deux courbures différentes de zéro. Donc vous savez très bien, et beaucoup mieux que moi, qu'on peut définir deux courbures principales, donc C1, C2. On peut définir la courbure moyenne, qui est égale à 1 demi C1 plus C2, et la courbure de Gauss, qui est égale au produit des deux courbures. Alors on peut avoir des surfaces à courbure négative, à courbure positive. Pour faire la différence, il suffit de regarder la somme des angles d'un triangle. Si c'est plus grand que 0, plus grand que pi, vous êtes dans le cas d'une courbure positive. Si c'est plus petit que pi, vous êtes dans le cas d'une courbure négative. Et ce qui est intéressant, c'est que Gauss a démontré un théorème qui relie la courbure de Gauss au changement de métrique de la surface. Et nous, ce qui nous intéresse plus, c'est plutôt à l'étirement de cette surface. Parce que comme nous, on fait une approche finalement énergétique pour décrire le comportement de ces feuilles, on s'intéresse à l'étirement. Alors, donc ça, c'est un problème qu'on rencontre quand on essaye de déposer une feuille plane sur une sphère. Alors, c'est le problème de l'emballage des bonbons. C'est typiquement ça, vous prenez une feuille et vous devez emballer votre bonbon en laissant la figure de Mozart la plus propre possible. Donc là ce qu'on ne voit pas sur cette image, c'est que derrière, c'est un cafouillage immonde de plis. Donc forcément, là, le gars qui a pris la photo, il a pris la photo sous le bon angle, tous les plis sont cachés en fait derrière. C'est la même problématique que la réalisation d'une carte. Donc la projection de Mercator, qui est une projection cylindrique, ne respecte pas les distances et les angles finalement. Donc ça veut dire que tout ce qui est au niveau des pôles a l'air beaucoup plus grand que sur la réalité. Alors il y a des gens qui ont fait des projections pour essayer de corriger cet effet-là. Donc là, si vous allez sur Internet, vous allez en trouver un nombre invraisemblable. Et donc toute cette problématique, finalement, c'est que quand vous essayez d'imposer une courbure de Gauss à une feuille, ça veut dire que vous allez étirer cette feuille. Et donc si vous étirez cette feuille, ça a un coût énergétique. Et ouais, ça je vais peut-être tout de suite passer, donc ça je ne vais pas faire les détails avec vous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver une relation directe entre la courbure de Gauss et la déformation moyenne sur de la feuille. Alors cette relation, elle est ici, donc bon, elle n'est pas très difficile à dériver. Donc pour ceux que ça intéresse, ça se trouve dans le bouquin Theory of Elasticity de Landau, où là il y a la dérivation complète qui est à peu près reprise ici. Donc ce qu'on a, c'est que le Laplacien de la déformation définit la courbure de Gauss du système. Et grâce à cette relation-là, une fois qu'on a la courbure de Gauss, on peut calculer la déformation, et à partir de la déformation, l'énergie qui est à l'intérieur de cette zone déformée. Alors pour prendre un exemple vraiment tout bête, imaginons que j'ai une feuille de caoutchouc ici, et j'essaye de mettre à l'intérieur, d'enfoncer une balle dans cette feuille de caoutchouc. Je vais évidemment déformer la surface. On peut calculer la déformation, donc le taux de déformation, ben, ça va être pi r sur 2r, c'est-à-dire une constante, et la courbure de Gauss sera donnée par 1 sur r fois 1 sur r, c'est-à-dire 1 sur r carré. Et donc on voit bien par une analyse dimensionnelle que la courbure de Gauss est effectivement bien donnée par le Laplacien de
de la déformation, puisqu'on va voir le epsilon qui est une constante sur R carré. Donc ça ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette relation, on peut retrouver l'énergie de stretching qui sera donnée par le module élastique fois l'épaisseur fois le Laplacien moins 1 de la courbure de Gauss au carré. Donc à partir de là, on peut assez facilement calculer les énergies qui sont injectées quand on réalise une courbure de Gauss dans le système. Voilà, donc là on a l'énergie totale de notre feuille. On a un terme énergétique qui est lié à l'application de forces externes. Ça c'est ce terme-ci, qui crée des étirements et des compressions. On a un terme qui est lié au bending pur, qui est donné par la courbure moyenne au carré. Et on a le terme d'étirement lié à la courbure de Gauss. Alors nous, au labo, on a une approche qui est la suivante. C'est, comme on est un peu feignant, donc on choisit des manips extrêmement faciles, donc le easy to do experiment, donc vraiment des manips de coin de table, et on travaille essentiellement en loi d'échelle, histoire de faciliter les choses. Et donc voilà, on va commencer par traiter un premier problème, qui est le problème de confinement d'une feuille 2D à l'intérieur d'une sphère. Et donc, quand vous réalisez ça, en fait, ce que vous réalisez, c'est une boulette de papier. Donc vous prenez une feuille, vous faites une boulette de papier, vous avez confiné votre feuille à l'intérieur d'une sphère. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer les énergies de stretching et les énergies de bending. Et ce qu'on voit, c'est quand on fait ce petit calcul, c'est que le rapport des deux énergies est donné par le rapport de l'amplitude de déformation divisé par l'épaisseur au carré. Donc dès que votre amplitude de déformation devient plus grande que l'épaisseur de votre feuille, ça veut dire que le stretching, le coût lié à l'étirement et à la compression devient énorme. Et donc la feuille va toujours essayer de favoriser les modes dans lesquels on n'aura que de la flexion pure et pas du tout de stretching. Ça veut dire que normalement, la forme que vous devez observer doit minimiser le stretching, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification dans la métrique, et donc pas de modification de la courbure de Gauss. Alors, ça veut dire que normalement, vous devez essayer d'être le plus proche possible de surface isométrique. Évidemment, pour une forme comme ça, c'est pas possible. Plonger une feuille 2D dans un espace à 3 dimensions de type sphérique comme ça, eh bien, automatiquement, vous allez avoir de la courbure de Gauss qui doit apparaître. Et la façon dont la feuille va gérer le problème, c'est de focaliser l'énergie dans des toutes petites zones, dans des tout petits domaines, qu'on appelle des singularités. Et quand vous ouvrez, donc si vous faites une boulette de papier et vous ouvrez la boulette de papier, vous allez voir effectivement que vous avez toute une série de plis qui se marquent un peu partout. Eh bien, tous ces plis sont des singularités à l'intérieur desquelles l'énergie est focalisée. Donc au lieu d'avoir une énergie qui va être diffusée sur l'ensemble de la feuille, l'énergie va se concentrer dans des toutes petites zones. Et comme cette énergie est proportionnelle, finalement l'énergie d'une zone sera proportionnelle à la surface de cette zone, bien plus la surface de la zone est petite, plus le coût énergétique sera faible. Et donc plutôt que d'avoir une énergie qui est diffusée sur l'ensemble de la feuille, c'est plus intéressant énergétiquement de mettre toute cette énergie dans des toutes petites lignes, toutes droites, mais qui vont avoir une dimension qui est extrêmement faible. Alors, ces singularités, vous pouvez, bon évidemment vous êtes loin, mais vous pouvez les faire assez facilement, en faire une assez facilement. Donc vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en deux, et puis vous collez les deux extrémités ici. En faisant ça, en réalité, ce que vous avez créé ici, vous avez créé une singularité là, qui relie ces deux points. Et pour être convaincu que c'est une singularité, là évidemment vous êtes un peu loin, mais si vous posez faites l'expérience, si vous posez cette feuille pliée sur une table, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une courbure comme ça qui apparaît. Donc ça n'est pas tout plein. Et donc le fait d'avoir cette courbure comme ça indique qu'effectivement, sur ce pli-là, j'ai une courbure de Gauss non nulle. Parce que je vais avoir une courbure dans ce sens-là et une courbure dans l'autre sens. Donc ça veut dire que cette zone-là, elle est sous étirement. Donc toute l'énergie de déformation se retrouve concentrée dans ces petites zones qui sont ici. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on ouvre cette boulette de papier. On a tout plein de plis qui correspondent effectivement à ces zones-là. Alors,
pour trouver, donc il y a moyen de trouver assez facilement la relation entre la forme, donc il y a des relations géométriques qui vont fixer la forme de cette singularité. Il suffit pour ça de se dire que l'énergie qui va être comprise dans cette singularité va comprendre un terme de bending pur, donc on va avoir un terme de flexion pure, et on va avoir un terme d'énergie de stretching, d'étirement, puisque j'ai créé une courbure de Gould. Quand je fais ce calcul, donc là je ne détaille pas le calcul, bon, il est assez simple à réaliser. Quand vous faites ce calcul et que vous minimisez votre énergie, ce que vous voyez, c'est que la taille de votre singularité, qui est donnée ici par le petit w, eh bien, est une fonction de l'épaisseur de la feuille et une fonction de la distance entre les deux points. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme la taille de cette singularité dépend de l'épaisseur, eh bien, on voit bien pourquoi on appelle ça une singularité. Parce que si je prends la limite où h tend vers 0, w tend vers 0 aussi. Donc ça veut dire que si je peux faire une feuille qui est infiniment mince, ben je vais obtenir un pli droit. Donc pour faire un pli droit, en réalité, je peux faire un modèle de ça en faisant ça. Donc si je fais ça, donc là j'ai fait ce qu'on appelle une déformation irréversible de ma feuille, là c'est fini, je peux plus, j'ai fait un pli qui ne s'en ira plus. Et là, effectivement, maintenant, j'ai créé un pli qui, lui, va être un pli tout droit. Ça, c'est la limite du comportement de cette feuille-là. À ce moment-là, on dit qu'on est passé dans ce qu'on appelle un mode d'origami, parce qu'on travaille avec des plis qui sont marqués. Donc là, on passe dans un mode origami. Alors, je ne parlerai pas plus longtemps de ce problème de crumpling, qui est un problème, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. C'est un problème terriblement compliqué parce qu'on a... Donc les gens essayent de comprendre la statistique de longueur des plis, par exemple. Donc quand vous faites une boulette de papier chiffonné, la statistique de plis suit des lois bien définies. Les gens essayent de comprendre ça. Il y a des phénomènes de relaxation logarithmique que les gens ne comprennent pas. Et plus récemment, ici, l'année passée, il y a des expériences maintenant où les gens font de la tomographie X pour voir vraiment la structure interne. Et les gens commencent à comprendre qu'on on a un problème beaucoup plus compliqué que les gens pensaient au départ, parce que le rôle des facettes, donc si vous voulez, quand on dit qu'on a une structure, donc une structure ici avec des plis, ce qu'on a en réalité, c'est des facettes droites qui sont connectées par des plis. Donc c'est comme un assemblage, si vous voulez, comme un jeu d'enfant, où on fait un assemblage. Et le rôle des facettes, apparemment, n'est pas aussi négligeable que les gens pensaient au départ, parce qu'on voit qu'on forme un assemblage nématique de ces facettes qui ont tendance à être parallèles les unes aux autres. Et donc la friction entre faces va jouer, donc il y a tout des tas de paramètres qui vont jouer en plus. Donc ça c'est vraiment un problème vraiment très compliqué. Moi ce dont je vais vous parler maintenant que vous avez un petit peu vu ce que c'est une boulette de papier, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est une boulette de papier, c'est important, la boulette de papier c'est très important. Enfin ceci dit, blague à part, sur le problème de la boulette de papier, le gars a publié dans Science. Hein. Bon. Donc, avec une boulette de papier. Comme quoi, étudier des trucs comme ça peut être intéressant. Donc, si on regarde maintenant le schéma global que les physiciens considèrent pour comprendre ces problèmes de crumpling, c'est de dire que quand on prend une feuille 2D et qu'on la soumet dans des contraintes 3D, eh bien, on va automatiquement avoir l'apparition de singularités qui vont focaliser toute l'énergie de déformation. C'est, on dit, la technique que la feuille va utiliser pour minimiser son énergie. Ça veut dire qu'on est, classiquement, comme je vous ai montré, on peut faire des plis très droits. Donc la limite de h tend vers 0 dit qu'on est dans des modèles de type origami. Si vous êtes dans des modèles de type origami, vous avez une série de règles que les mathématiciens ont établies pour les origamis, la règle des deux couleurs, mais plus intéressant, on a la règle ici, par exemple, des vertex, c'est comme ça qu'on dit en français, vertex, où le nombre de plis montagne moins le nombre de plis vallée doit être égal à plus ou moins 2. Ça, c'est une règle qui va être très intéressante, on va voir. Alors, il y a d'autres règles sur les angles, la somme des angles alternes qui doit être égale à pi, et forcément, la feuille ne peut pas avoir une intersection avec elle-même, bien sûr. Mais ça, c'est pas toujours possible, en réalité. Et ça, c'est ce qu'on a montré. C'est que si on prend une morphologie de type rideau, dans lequel... Donc ça c'est vraiment le truc ultra simple. Hein. Vous prenez un rideau, vous imposez une longueur d'onde au départ ici, et vous suspendez et vous regardez ce qui se passe. Donc,
vous regardez la morphologie qui se passe, donc c'est de nouveau une feuille qui est contrainte, mais une contrainte d'une manière un peu particulière, c'est on fixe une longueur d'onde là, et puis on laisse tout libre, et donc on regarde comment la longueur d'onde va évoluer dans le rideau. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que la longueur d'onde va avoir tendance à augmenter. Mais, de nouveau, pourquoi je vous dis que ce n'est pas un modèle de type origami? Tout simplement parce que si vous regardez la fusion de deux plis en un, eh bien, vous pouvez essayer de le faire avec un petit bout de papier, c'est pas très difficile, vous essayez d'organiser votre papier de manière à avoir... Mais en réalité, si vous faites ça, vous ne respectez pas la règle des origamis. Vous ne respectez pas cette règle-là. Parce que là, j'ai créé 3 plis montagne, et j'ai aucun pli vallée là-dedans. Donc, en réalité, comme je ne respecte pas cette règle-là, ceci n'est pas une structure origami. Et on le voit très bien parce qu'on a une déformation ici qui apparaît, donc on va le faire passer, comme ça les gens pourront regarder. Donc on a vraiment une déformation qui apparaît, parce qu'on ne respecte pas cette règle-là. Donc si on voulait faire cette connexion avec des structures de type origami, il faudrait un schéma beaucoup plus complexe. Or, ce n'est pas le cas quand on regarde la structure d'un simple rideau, on n'a pas un schéma très complexe de plis qui s'organise. Donc, nous, notre idée était d'essayer de comprendre un petit peu ces structures, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre énormément au niveau technologique. Donc, bon, ça c'est un rideau simple. Ça, par exemple, c'est un feuillet de graphène qui est utilisé pour des applications technologiques dans des domaines électriques. On espère que ça sera utilisé dans des domaines technologiques, ça n'est pas encore. Ça, c'est un film de polymère déposé sur de l'eau. Et ça, c'est un composé dont j'ai totalement oublié le nom, qui est utilisé dans des fuel cells. Ne m'en demandez pas plus. Donc là, on voit bien ici qu'effectivement, on a des hiérarchies de plis qui apparaissent. Et donc, nous, notre idée, c'était d'essayer de prendre ces structures et d'essayer de comprendre la formation de ces structures. Alors, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est comment analyser ça. Rien que analyser ce truc-là, on peut imaginer toutes sortes de méthodes pour analyser et d'essayer de quantifier la structure. Et nous, on a pris une approche extrêmement barbare, je dirais. Je vois beaucoup de traduction de crude que barbare. On a pris une approche extrêmement barbare. On a dit, on va faire comme si on avait une longueur d'onde moyenne. Et cette longueur d'onde moyenne, on va regarder comment elle évolue en fonction de la distance par rapport au bord contraint. Donc, on va avoir un lambda moyen en fonction de x. Alors, cette idée n'est pas si mauvaise que ça si on regarde. Ça, c'est la distribution des distances entre deux plis adjacents. Ben, on voit qu'on a des distributions qui sont quasi des distributions de type gaussienne. Bon, évidemment, ça devient fort bruité. Mais on voit bien qu'on peut, en prenant la valeur moyenne ici, on a quand même quelque chose qui est raisonnable. Et donc ça a été notre approche. Et on a regardé l'évolution de cette longueur d'onde moyenne en fonction de la distance par rapport au bord. Et on a fait ça pour toute une série de matériaux différents. Donc on a fait ça avec des rideaux en papier, des rideaux en tissu, des rideaux en caoutchouc et du graphène ici. Et donc on a été assez sûr que tous ces matériaux, aussi différents soient-ils, suivent des lois qui sont finalement assez simples. On a deux familles. Soit la longueur d'onde change avec x suivant une loi de puissance avec un exposant 2 tiers, soit la longueur d'onde change avec x suivant une loi de puissance où on est en racine carrée de x. Donc de manière étonnante, tous ces trucs se mettent sur deux familles de courbes. Alors, évidemment, on peut se poser la question, quelle est la force motrice pour réaliser cette augmentation de longueur d'onde? Ben, il suffit de se rappeler que la courbure qui est donnée par la dérivée seconde de la fonction va être en 1 sur lambda carré. Et donc forcément, l'énergie de courbure, c'est m carré. Donc si je veux minimiser mon énergie de bending, de flexion, ben, j'ai intérêt à avoir la longueur d'onde la plus grande possible. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une dynamique particulière avec deux exposants et pas une transition beaucoup plus brutale où la feuille va presque instantanément adopter la longueur d'onde la plus grande? Qu'est-ce qui va fixer justement le fait que cette longueur d'onde change aussi graduellement? Alors pour comprendre ça, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un coût énergétique à faire cette transition. Alors
on a quitté le rideau réel pour passer à un rideau que je qualifierais d'idéal. C'est le gaz parfait du rideau. On a pris un rideau idéal où on a une succession de transitions simples qui sont des périodes doubling. Donc à chaque fois, on a ici lambda, 2 lambda, 4 lambda, ainsi de suite. Donc on a pris un modèle beaucoup plus simple, parce que sinon on n'en sortait pas. Et donc on s'est intéressé à une transition, donc celle-ci par exemple, voilà, on a une transition où 2 plis ici vont donner un seul pli. Et une fois qu'on aura compris une transition comme ça, on pourra reconstruire la cascade complète et donc le rideau complet. Enfin, c'est ce qu'on espère. Alors ça, c'est une approche qui avait déjà été réalisée par des mathématiciens, notamment Jean et Sternberg, où ils avaient commencé la modélisation de ces rideaux, mais ils n'avaient pas su aller plus loin parce qu'ils n'avaient pas réalisé l'approche énergétique. Alors, j'ai un collègue américain, les Américains aiment bien mettre des noms sur tout. Hein. Donc, j'ai un collègue, on a travaillé là-dessus avec un collègue du MIT, qui a trouvé un nom pour ces trucs-là. Il a dit, ah ça c'est un wrinklon, parce que wrinkle en anglais ça veut dire une ride. Donc le wrinklon c'est une petite particule qui connecte 2 plis. Les Américains ils aiment bien ça. Ils ont ce côté médiatique que nous on n'a pas, et franchement c'est dommage parce qu'ils sont doués pour ça. Donc ces wrinklons, bah, c'est cette transition où on va passer de lambda ici à 2 lambda. Et puis on pourra construire le rideau complet simplement en faisant un assemblage, on va assembler toutes ces transitions en changeant la longueur d'onde. Et donc ce qu'on va voir, c'est que d lambda sur dx sera donné par lambda sur L, tout bêtement. Donc ça, c'est l'échelle de variation de la longueur d'onde qui va être donnée par L, qui est la taille de ce changement. Alors, donc si on regarde un modèle de type origami, donc ça, vous en avez déjà un qui passe ici. Si vous essayez de faire un modèle qui décrit la transition entre lambda et 2 lambda, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Vous ne savez pas, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est que ici, vous êtes obligé de rajouter un pli ici. Si vous rajoutez un pli ici, automatiquement, vous créez un creux entre les deux. Vous devez trouver votre feuille pour pouvoir faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une conséquence importante dans le cas présent. C'est que ça veut dire que toute cette zone-là, elle va avoir une courbure de Gauss qui va apparaître, qui va être diffuse sur toute cette zone. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une zone ici où on va avoir un stress d'étirement qui va être réparti sur tout le wrinklon, sur toute la zone où on a la distorsion qui va faire le changement entre la longueur d'onde lambda et la longueur d'onde de lambda. Alors à l'intérieur de cette zone, on peut définir les courbures. Ben, on va avoir 2 types de courbures. Donc 1 c'est la hauteur, si vous voulez, du changement ici. Donc 1 sur lambda carré, qui va être la courbure dans ce sens-là, et 1 sur L carré, L étant la longueur de la zone déformée, dans cette direction-là. Et donc, pour cette structure-là, on va avoir une courbure moyenne et une courbure de Gauss. Ça veut dire qu'on va avoir de la flexion et de l'étirement qui va apparaître. Alors ensuite, on s'est dit, on va calculer l'étirement à partir de cette courbure de Gauss. Et donc, on sait que l'énergie d'étirement, ça sera EH fois le Laplacien moins 1 de la courbure de Gauss au carré. La courbure de Gauss, on l'obtient simplement en faisant le produit des 2 courbures. Donc, on va avoir un A carré sur lambda carré L carré. Maintenant, on va calculer la déformation. Le Laplacien, on va considérer que l'échelle des variations de longueur, c'est lambda. Donc, le Laplacien sera donné par 1 sur lambda carré. Et quand on combine ça, ce qu'on voit, c'est que la déformation, donc l'étirement, sera donné par A sur grand L au carré. Donc, A carré sur L carré. Donc, si vous voulez, ce qui va dominer, c'est l'étirement suivant la direction qui est ici. Alors à partir de là, on peut calculer l'énergie de stretching, donc l'énergie totale. On intègre simplement sur la surface. Alors la surface, c'est lambda fois L. Et donc à partir de là, on prend ceci, on multiplie par lambda fois L, et on retrouve effectivement l'expression de l'énergie pour cette zone déformée. Et ce qu'on voit, c'est que le système a intérêt à avoir la zone déformée la plus grande possible. Donc on a 1 sur L cube qui apparaît ici. Donc, plus la zone déformée est grande, plus la pente va être faible, et plus l'énergie de stretching sera faible. Donc ça a une certaine cohérence quand on réfléchit un petit peu. Mais il y a un terme qui va compenser ça. Donc ça, si vous voulez, c'est une sorte d'effet répulsif qui tend à envoyer la transition le plus loin possible. Mais il y a un terme qui va compenser ça, c'est le terme de flexion, puisque si je fais la transition de flexion, je gagne de l'énergie qui est liée justement à l'augmentation de la longueur d'onde. Donc cette énergie-là, je peux la calculer en regardant la courbure à son lambda carré, en calculant cette énergie, et en voyant
qu'en changeant la longueur d'onde, je vais augmenter l'énergie d'autant plus vite. Et on voit que ce terme-là, lui, il est donné par grand L, la taille de cette zone dans laquelle on a la distorsion, divisée par lambda. Donc là, c'est l'inverse. Effectivement, là, plus je suis près, plus c'est intéressant pour l'énergie de bending. Donc si vous voulez, c'est une sorte de terme attractif. Et quand on va combiner les deux, on a l'énergie totale qui apparaît ici. Donc on va voir cette fonction, on minimise et on trouve comme ça la taille optimale, si vous voulez, pour cette transition, qui va être une fonction de l'épaisseur et une fonction de la longueur d'onde du système. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est, ok, on va comparer avec l'expérience. Et donc là, on a fait des expériences avec, ce que je dirais, une seule transition. Donc là, on impose lambda ici avec des... c'est des plaques qui ont été découpées par laser. Donc ça veut dire que c'est des plaques dans lesquelles on peut usiner n'importe quelle forme. Donc là, on a usiné une forme lambda, de l'autre côté une forme de lambda, et on a coincé la feuille dans les deux mâchoires. Tac. Et en coinçant la feuille dans les deux mâchoires, voilà ce qu'on voit donc, vu par le dessus. Donc on voit la longueur d'onde initiale ici, le double de longueur d'onde qui apparaît là, et ça c'est la zone de transition ici. Et à partir de cette petite expérience, on peut mesurer la taille de cette zone de transition en fonction de la longueur d'onde. Bon là j'ai mis 1, mais il y a une relation entre A et lambda. Donc à partir de ce graphe-là, on voit que les points, pour toute une série de feuilles, de plastique, viennent se placer sur une loi en racine carrée. Et si on regarde maintenant ce que donne cette loi en racine carrée, eh bien on voit que L sur lambda, parce qu'ici on avait normalisé par rapport à lambda, sera donné par lambda 1,5 h moins 1,5, qui est en parfait accord avec la relation qu'on avait trouvée ici. Donc si vous faites passer le lambda de l'autre côté, on a bien que L sur lambda sera donné par h moins 1,5 fois lambda 1,5, qui explique cette variation en racine carrée. Donc là on était déjà content, on s'est dit, ok, le petit modèle qu'on a fait décrit la structure d'une transition entre lambda et 2 lambda. Et on s'est dit, bon, maintenant, on va aller à l'étape suivante et on va essayer de reconstruire la cascade complète en réalisant l'assemblage de ces zones. Et quand on fait ça, donc là, on peut la construire en utilisant cette petite relation qui dit que la variation de lambda suivant x, elle est donnée par lambda sur L. Et quand vous faites ça, vous obtenez cette loi-ci, où on a que lambda sur h est donné par x sur h exposant 2 tiers. On retrouve un exposant 2 tiers, qui est une des familles qu'on avait trouvées. Et effectivement, si on utilise ce plot ici, donc on crée ce qu'on appelle une master curve, ici, et on voit que toutes les feuilles qui correspondent à la famille 2 tiers viennent se mettre sur une courbe unique avec un exposant 2 tiers. Donc là, on était très contents, on s'est dit, ok, ben, ça veut dire que la taille des wrinkles telles qu'on les a définis vont effectivement déterminer la dynamique de cette cascade qui va se dérouler au fur et à mesure. Mais évidemment, donc ça c'est pour une famille de ces courbes, mais il y a une autre famille de courbes pour lesquelles on avait une dépendance en 1,5. Je regarde l'heure. Pour lequel on avait une dépendance en racine carrée, et comme par hasard, ce sont les rideaux pour lesquels on va avoir, donc c'est par exemple un tissu, mais un rideau très, très grand, c'est un rideau en caoutchouc, c'est le polystyrène sur l'eau, c'est du graphène. Ce sont tous des rideaux pour lesquels on a une force en plus qui vient s'ajouter. Alors cette force, elle est évidente pour le rideau en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est très lourd comme matériau. Donc effectivement, si vous suspendez un rideau en caoutchouc, il y a le poids du rideau qui va venir s'ajouter. Et donc ça veut dire que vous allez avoir une tension supplémentaire qui va venir s'ajouter dans votre modèle. Alors pour le graphène, les tensions étaient réalisées par des effets thermomécaniques. Donc la formation des rides et de la hiérarchie était faite en jouant, donc c'est Gianni Lo qui a fait ça en Californie. Donc c'est un truc où elle jouait sur des coefficients de dilatation thermique différents pour des matériaux, et en réalisant ça, elle pouvait étirer, comprimer les feuillets de graphène. C'est superbe ce qu'elle fait. Et pour le polystyrène, bien, là aussi on a un effet de tension qui va s'ajouter, c'est simplement la tension de surface. La tension de surface de l'eau ici va tirer sur le film de polystyrène et va créer comme ça une tension supplémentaire. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de réaliser finalement maintenant une balance non plus entre l'énergie de stretching
et l'énergie de flexion, mais entre l'énergie liée à la tension appliquée et l'énergie de flexion. Alors on peut calculer cette énergie de tension qui va être donnée par, ici le terme en A carré sur L carré. Et donc on voit qu'on a à nouveau cette énergie de tension, à nouveau tend à avoir le L le plus loin possible, mais va varier beaucoup moins vite. Et ce qu'on voit par contre, lui, l'énergie de courbure n'a pas changé. Donc là, l'énergie de courbure va avoir la taille de Winklon la plus petite possible. Et quand on combine les deux, on voit sortir finalement un scaling où lambda sur h sera donné par racine carrée de x sur h. Donc on retrouve bien la racine carrée qu'on attendait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on peut reconstruire, donc on a une nouvelle définition de nos Winklon, de nos zones de distorsion, et à partir de là, on peut recréer la cascade. Et donc si on plotte ici en utilisant ces variables à dimensionner, donc si on fait le graphe, on a tous les rideaux qui viennent se mettre sur une seule courbe. Alors ce qui est impressionnant sur ce graphe-là, c'est qu'on a 7 ordres de magnitude au niveau de l'épaisseur des fils. Donc les noirs, ici, c'est du graphène, et les bleus, ici, c'est un rideau en caoutchouc qui fait 3 mètres sur 4. Donc c'est assez impressionnant finalement que ce modèle, il fonctionne extrêmement bien, quelle que soit l'épaisseur vraiment de la membrane qu'on est en train de considérer. Et donc là, à partir de la tension qu'on applique, on peut régulariser et contrôler vraiment la structure du rideau qui apparaît. Alors, d'un point de vue physique, la première chose intéressante, c'est de se dire que finalement, il faut ajouter des composants. Donc le modèle de départ qui disait que quand on a une feuille 2D qu'on peut inclure à l'intérieur d'une sphère ou d'une autre forme en 3 dimensions, on peut construire ça à partir d'un modèle basé sur les singularités, donc un modèle de type origami. Ce n'est pas valable, ça dépend de la géométrie de ce que vous allez faire. Et on voit que dans le cas du rideau, il n'y a pas de solution origami possible, on a du stretching diffus qui va apparaître. Alors, il y a une application très intéressante, c'est qu'à partir de là, à partir du rideau, vous pouvez faire de la métrologie. C'est-à-dire, vous pouvez retomber sur l'épaisseur et le module élastique des matériaux qui se sont cachés, évidemment, dans les lois. Donc, c'est-à-dire, en observant l'évolution de lambda avec la distance par rapport au bord contraint, de là, vous pouvez extraire le module élastique de votre matériau et vous pouvez extraire l'épaisseur de votre matériau. Et ça pose automatiquement une question fondamentale intéressante. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire d'appliquer un modèle élastique basé sur du continuum dans le cas d'un feuillet de graphène? Parce que c'est ça qu'on a fait. On a pris un feuillet de graphène, donc une molécule, enfin un atome d'épaisseur, et on a appliqué un modèle qui est de l'élasticité classique continuum. Et ça marche. Ça marche. Donc ça veut dire que, si je reviens à la définition du bending, quand je courbe une surface, le bending, il vient finalement de quoi? Le bending, il vient du fait que quand j'ai une certaine épaisseur, quand j'essaye de faire une flexion dans ma feuille, je mets en extension les parties du haut et je mets en compression les parties du bas. Mais dans un feuillet de graphène, c'est quoi la partie du haut, c'est quoi la partie du bas? Donc quelle est l'origine du module de flexion du graphène? Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement inconnu à l'heure actuelle. On ne sait pas pourquoi les feuillets de graphène suivent les lois classiques de l'élasticité. Ça, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas encore de réponse, donc on va essayer de continuer à travailler là-dessus. C'est pareil pour le coefficient de Poisson. Donc le coefficient de Poisson d'un feuillet de graphène est quelque chose qui n'a pas vraiment un sens physique clair, et pourtant on peut le mesurer. Donc on sait mesurer les propriétés de ces objets nanoscopiques, même ultra nanoscopiques, on va dire. Et ces objets sont décrits par des lois classiques, élasticité, bulk. Donc ça c'est une question vraiment fondamentale à laquelle il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle. Alors, bon, il y a d'autres histoires, mais là, l'heure étant là, je vais m'arrêter. Donc, j'aurais pu aussi vous parler des films supportés. Donc là ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vient déposer le film sur un substrat. Et là, on a un effet supplémentaire qui vient s'ajouter, c'est la déformation du substrat. Là, on a un nouveau terme énergétique qui va sortir, qui va être un terme qui va entrer en compétition avec les autres, qui va donner comme ça toutes des familles de plis qui peuvent apparaître comme ça. Et il y avait encore une autre histoire qui est assez amusante, c'est comment on peut, la géométrie peut influencer les déchirures qu'on observe dans les films minces. Parce que quand on travaille avec des films minces, les aspects géométriques sont extrêmement importants,
Et donc si vous déchirez par exemple un film de plastique, vous allez observer que le bord va avoir un comportement de type fractal, comme on l'observe ici. Donc ça, c'est juste un film de plastique qu'on a déchiré en deux. Et pareil, si on prend un adhésif, vous collez un adhésif, vous faites deux fractures, deux coupures, si vous voulez, et si vous déchirez l'adhésif de la table, vous allez vous rendre compte que vous allez faire des morphologies qui sont des morphologies en pointe, triangulaires, tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Et donc ça, c'est un autre truc. Peut-être une autre fois, je vais vous raconter ça. Voilà. Alors, je voudrais quand même remercier les personnes qui ont travaillé sur ce problème des rideaux. Donc, il y a Hugues Van de Paar et Fabien Gros de Mons, Cyprien Aguet de Pierre et Marie Curie à Paris, Benoît Roman, José Bico et Miguel Pinuera de l'ESPCI à Paris, Pedro Reis de MIT, Jenny Lowe de Californie, et plein d'autres collègues avec lesquels on a beaucoup discuté sur ces problèmes-là. Voilà, ben merci pour votre attention.